Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de vous installer, on va pouvoir commencer. Bienvenue au Carreau du Temple pour cette nouvelle édition des Hub Conférences. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle William Eland Goldsmith et je représente ce soir le groupe SOS et le mouvement Up. Et donc j'ai le plaisir à la fois d'introduire la Hub Conférence de ce soir et une fois n'est pas coutume, je vais également avoir le plaisir d'animer les échanges. Pour commencer, je voulais commencer par remercier le Carreau du Temple pour son accueil. C'est déjà la 3e fois que le Carreau du Temple nous accueille cette saison, toujours avec bienveillance, avec professionnalisme. On est hyper bien reçus au Carreau du Temple. Donc voilà, je voulais au nom de toutes les équipes des Hub Conférences les remercier pour leur accueil. Peut-être également, avant de nous lancer dans le sujet de la soirée, vous dire quelques mots justement sur les Hub Conférences et sur le mouvement Up. Alors le mouvement Up, déjà ce sont des événements comme celui qui nous réunit ce soir, Hub Conférence, mais également d'autres événements qui peuvent s'appeler Up étudiant, Up café, Up fest. Ce sont des événements qui ont vocation à réunir celles et ceux qui selon nous font l'innovation sociale, l'innovation environnementale et qui dessinent le monde de demain. Et je pense que les intervenants qu'on va avoir le plaisir d'accueillir sur scène ce soir en sont la parfaite expression. Des événements, mais également des publications, pour ce qui est du mouvement Up. Des publications comme un livre qui s'appelle Up to You, que vous pouvez retrouver d'ailleurs à la sortie de cette conférence, mais également des publications qui visent à outiller les entrepreneurs sociaux en herbe pour les aider à se développer, les aider à créer leurs projets. Et puis enfin, le mouvement Up, c'est un réseau social qui s'appelle Up Campus, qui réunit aujourd'hui plus de 43 000 membres, avec la possibilité pour chacun de se créer un profil et puis de se connecter avec des personnes qui partagent les mêmes envies, les mêmes valeurs, et qui partagent comme sujet d'intérêt commun l'entrepreneuriat social, l'innovation sociale, ou plus largement l'envie de faire bouger les lignes. J'en profite juste aussi pour vous dire qu'en ce moment sur Up Campus, il y a un appel à projet qui existe et qui s'appelle Up Factory. Si jamais il y a des porteurs de projets dans la salle, il s'adresse à vous tout particulièrement. Vous trouverez toutes les informations sur up-campus.org. Et puis puisque j'en suis au remerciement, impossible de ne pas remercier ce soir particulièrement la Net Squad, de remercier également le pôle Solidarité Internationale du groupe SOS qui s'est associé à nous pour organiser cette conférence de ce soir. Donc merci à eux et à leurs équipes. Alors l'idée pour ce soir, c'est de vous proposer d'embarquer pour un voyage. On va voyager, on va parcourir la planète et on va essayer de découvrir ensemble des innovations qui sont venues de tout horizon. Alors on va les découvrir, mais on va également essayer de comprendre comment est-ce que ces innovations naissent, pourquoi est-ce qu'elles naissent dans certaines régions du monde plutôt qu'une autre, comment est-ce qu'elles voyagent, est-ce qu'elles arrivent à voyager avec ou sans encombre, et comment est-ce que ces innovations deviennent source d'inspiration. Je le disais un petit peu à l'instant, on va avoir la chance d'avoir 3 intervenants de renom, 3 speakers qui vont participer à cette conversation, et donc on va pouvoir les écouter, et puis vous, évidemment, vous aurez la possibilité d'échanger avec eux, déjà à la fin de la conférence, avec un micro qui va se balader dans la salle, et puis dès à présent également sur Twitter, le hashtag HubConf, où vous pouvez contribuer, poster votre avis, poser des questions. Alors, avant d'accueillir nos 3 intervenants sur scène, je voulais également faire une petite parenthèse, parce que cette conférence est un peu particulière. Elle s'inscrit dans le cadre d'un programme qui s'appelle Saphir Lab. Alors Saphir Lab, en quelques mots, c'est un programme qui a été lancé en 2012, qui est organisé par l'Institut français et Canal France International, et qui vise à identifier, à sélectionner et à faire venir des jeunes talents de la société civile d'Afrique du Nord et de Moyen-Orient pour qu'ils puissent, pendant 2 semaines à Paris, bénéficier de regards d'experts de l'entrepreneuriat social, faire des rencontres avec des personnalités inspirantes, assister également à des événements comme celui de ce soir. Et d'ailleurs, les 24 lauréats du programme Saphir Lab sont présents ce soir. Ils sont de ce côté-là de la salle. Voilà, ils sont là, ils lèvent la main. Je vous propose d'ailleurs de les applaudir. Et pour ceux qui sont directement à proximité des Saphir Labiens, il y a des interprètes qui sont en train de travailler pour leur traduire parce que certains ne parlent pas le français. Donc on va essayer, nous, sur scène, de parler lentement pour que les interprètes puissent bien tout leur restituer. Et puis pour ceux qui sont à côté, voilà, il y aura peut-être un petit peu d'interférence, mais c'est pour que chacun puisse bien comprendre le thème de la soirée. Et puisqu'on en était aux applaudissements, je vais maintenant demander à nos 3 intervenants de me rejoindre sur scène, toujours sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Je vous en prie, rejoignez-moi.
bienvenue à tous les trois. Alors comme le veut la tradition, je vais commencer par vous présenter. Alors c'est un exercice qui est un peu périlleux parce que voilà, on se demande si on n'a pas oublié quelque chose dans la biographie, mais voilà, je vais essayer. Alors je vais commencer par toi, Isabelle. Alors Isabelle, tu as suivi des études de lettres et d'art à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne avant d'entrer au CELSA où tu as obtenu une maîtrise de journalisme. Tu as par la suite travaillé pour différents médias avant de rejoindre La Tribune en 2007. Jusqu'ici tout va bien? Bon. Et parmi les sujets qui te passionnent, il y a notamment le droit des femmes, et d'ailleurs c'est à ce titre que tu as été en charge de la couverture éditoriale des Tribunes Women's Award et du blog Good Morning Ladies, et tu as coécrit en 2014 avec Frédéric Agnès l'ouvrage 100 ans de combat pour la liberté des femmes, qui est paru chez Flammarion. Et tu as travaillé en 2013, depuis 2013 avec la revue Oui Demain et l'équipe du Positive Economy Forum. Tu as coordonné en 2014 la réalisation de Positive Book, et tu es aujourd'hui directrice éditoriale du Positive Economy Forum, qui est un événement qui réunit tous les ans au Havre des acteurs de l'économie positive, de l'innovation sociale, et on pourra y revenir puisque tu as enfin co-dirigé un ouvrage qui est ici d'ailleurs, qui est posé sur la table, qui s'appelle l'Atlas de la planète positive, qui recense des tas d'innovations, d'initiatives positives dont on va pouvoir parler ce soir. J'ai rien oublié? Bienvenue Isabelle. Alors Mathieu, on se le disait un petit peu tout à l'heure, on se connaît déjà un petit peu. Toi, tu es diplômé d'un master en management à l'ESCP Europe, avec une spécialisation en alternative management à HEC Paris, et tu as lancé plusieurs projets entrepreneuriaux qui sont porteurs de sens. Alors déjà, tu as cofondé le projet Destination Changemakers, avec un but de réaliser des missions auprès d'entrepreneurs sociaux aux Philippines, en Inde et au Sénégal. De retour en France, tu as créé en 2014 Ticket for Change, avec pour objectif d'aider les individus à identifier, révéler et activer leurs talents au service de la résolution de problématiques sociétales, vraiment d'être des entrepreneurs sociaux. Tu as développé un MOOC avec HEC qui s'appelle Devenir entrepreneur du changement, le programme Entrepreneur for Change, qui permet chaque année à plus de 50 personnes de bénéficier d'un accompagnement de 6 mois pour concevoir et tester un projet d'entrepreneuriat social. Et enfin, le programme Corporate for Change pour les salariés souhaitant se lancer dans l'intrapreneuriat. Et tu as coécrit aussi un livre avec Jonas Guyot qui s'appelle « À la rencontre des entrepreneurs qui changent le monde », édité par nos amis La Rue de l'Échiquier. Le livre est également en vente avec l'Atlas à la sortie de la conférence, et donc on va également pouvoir en parler. Et puis dernière actualité te concernant, qui n'est pas des moindres, tu fais partie, depuis quelques semaines maintenant, tu es fellow Ashoka, donc tu fais partie de cette nouvelle promotion d'entrepreneurs qui sont sélectionnés par le plus grand réseau d'entrepreneurs sociaux au monde, et à ce titre-là, tu vas pouvoir bénéficier d'un accompagnement et de la visibilité offerte par Ashoka. Merci d'être là ce soir. Et puis enfin, last but not least, Antonin Torikian, donc tu es diplômé de l'École nationale des ponts et chaussées. Tu as passé plusieurs années comme directeur adjoint de Silicon Sentier. Tu as fait un passage chez Microsoft. Tu as également eu un engagement politique pendant la campagne présidentielle de 2012 en tant que conseiller sur les questions numériques. Et par la suite, tu as rejoint Faber Novel, qui est une agence de conseil numérique sur laquelle on pourra revenir un petit peu plus tard. Et en 2014, tu as été nommé directeur du Faber Novel Institute, qui forme des leaders et des managers à travers le monde à la révolution numérique, afin de développer la culture numérique et l'innovation en entreprise. Ça te va? Ok, super. Merci à vous trois. Alors, la façon dont on va mener cette discussion, on va la mener en 3 temps. Un premier temps pour planter un peu le décor, pour qu'on mette tout le monde à l'aise. On va reprendre les grands termes de cette soirée pour que chacun partage la même grille de lecture. Ensuite, on va essayer d'aller un petit peu plus loin et d'essayer de comprendre comment est-ce que les innovations voyagent, les idées voyagent, et c'est d'ailleurs le titre de la conférence. Et puis enfin, tous les trois, on va faire tous les quatre un exercice un peu plus prospectiviste et essayer de voir comment est-ce que ces idées dessinent aujourd'hui, déjà, le monde de demain. Et puis comme je le disais, après on passera la parole au public. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions à vous poser. Alors peut-être pour commencer justement, on va commencer par le début. J'aimerais vous entendre chacun, au vu de vos expériences, de vos observations, sur ce que vous retenez vous comme définition finalement de l'innovation sociale, d'entrepreneuriat social. Comment est-ce que vous avez pu les observer? Peut-être on peut commencer par toi, Isabelle.
Alors je dis innovation sociale, je pense qu'on pourrait également parler d'économie positive. Peut-être que tu veux un petit peu nous aider à mieux comprendre ces sujets-là. Merci d'abord avant toute chose. Économie positive, économie sociale et solidaire, innovation sociale. En fait, nous, quand on emploie le terme d'économie positive, et je pense que ça regroupe beaucoup de tous ces mouvements, il s'agit de penser aux générations futures. Quelle économie, quelle action faisons-nous dans l'intérêt des générations futures? C'est-à-dire qu'on mène, que ce soit une entreprise, que ce soit une association, il s'agit véritablement de réfléchir à son objectif. Est-ce qu'il s'agit de créer une entreprise pour faire des bénéfices qui vont revenir dans les poches de quelques-uns, ou est-ce qu'il s'agit de créer un modèle d'entreprise dont les bénéfices pourront s'inscrire, auront un impact demain, après-demain, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Et finalement, donc moi effectivement je suis journaliste à la base, j'ai rejoint le mouvement lancé par Jacques Attali il y a maintenant 5 ans, et j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup observé, j'ai suivi beaucoup tous les travaux de Mohamed Younous, j'ai suivi beaucoup ce que faisait Ashoka, etc. Et finalement on travaille tous dans le même sens, et le groupe SOS particulièrement, qui est de se dire finalement une entreprise, elle doit s'inscrire dans sa société, dans son époque, et elle ne peut pas être simplement une entreprise qui produit quelque chose et qui le vend, mais elle doit aussi s'inscrire dans l'intérêt général. Donc c'est véritablement ça qui, je pense, qui nous rejoint tous. C'est-à-dire que si on parle de changemakers, si on parle d'entrepreneurs sociaux, etc., on est quand même grosso modo toujours sur les mêmes termes, ou en tout cas les mêmes significations. Et quand on parle d'innovation sociale, le terme d'innovation est intéressant puisqu'effectivement, il s'agit de s'inscrire dans une nouveauté, donc de lancer des mouvements qui n'existaient pas précédemment. Et ça, je pense que ce soir, partout dans le monde, et nos amis des pays arabes qui sont là pourront en témoigner, à chaque fois, ils inventent quelque chose qui n'existait pas précédemment. Toi, de ton côté, Mathieu, est-ce que tu peux nous dire d'une part si tu rejoins un peu ce panorama dressé par Isabelle, et peut-être également nous dire comment est-ce que toi, tu en es arrivé à être au contact avec des innovateurs sociaux, des entrepreneurs sociaux? Donc je rejoins complètement ce qui a été dit par Isabelle. En fait, dans les actions qu'on mène avec Ticket for Change, on ne parle pas forcément d'entrepreneuriat social, mais plutôt des entrepreneurs du changement. C'est-à-dire, parce qu'on se dit que ceux qui créent le changement, ce ne sont pas forcément les structures, mais les gens qui sont dedans. Et donc de s'intéresser aux personnes, aux hommes et aux femmes qui vont faire les choses, qui vont créer les changements. Et donc c'est pour ça qu'on s'intéresse du coup à ces individus qui créent ou qui rejoignent ou qui développent ou qui rejoignent des organisations, mais qui vont essayer d'identifier des problèmes de société urgents et importants, non résolus à date. Donc l'État n'a pas trouvé de solution, les associations n'ont pas trouvé de solution à grande échelle à date, et les entreprises elles n'ont pas adressé ce problème. Donc il y a des problèmes non résolus. Et les gens, il y a des gens qui vont voir ça comme une opportunité pour entreprendre, pour inventer quelque chose de nouveau. Et ce qui est caractéristique là des entrepreneurs sociaux ou d'innovation sociale, c'est d'essayer de créer un vrai modèle économique derrière pour que ce soit durable. Et donc il y a une dimension d'innovation, une dimension d'impact social ou environnemental. La finalité de toutes ces actions, au fond, c'est de servir l'intérêt général et avec une durabilité. Et s'il n'y a pas cette durabilité, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat social. Donc c'est important que ça génère des revenus, que ce soit autosuffisant, que ça génère des profits. Et après, il y a plein de définitions, ils peuvent être réinvestis ou non, etc. On rentre pas dans les détails, mais au moins que ça soit durable par son modèle économique. Et après, voilà, il y a plein de sous-catégories dans ce grand mouvement-là. Ce qui est important, c'est comment on résout des problèmes de société à grande échelle de manière durable, pour moi. Merci. Antonin, peut-être pour ce premier tour d'horizon. Alors toi, tu as plutôt, sauf erreur, l'habitude de t'adresser à des entreprises dites classiques, pas forcément les entrepreneurs sociaux. Est-ce que cette idée de servir l'intérêt général, c'est quelque chose que tu retrouves également auprès de tes interlocuteurs, ces entreprises justement? Merci de m'avoir invité, et puis merci tous d'être là, je suis ravi. Alors, Faber Novel, on n'est ni une entreprise sociale, ni une entreprise solidaire. En tout cas, on n'a pas ces statuts. On travaille avec des grandes entreprises, des entreprises traditionnelles. Et effectivement, on a plutôt un métier de conseil vis-à-vis d'elles.
Et l'enjeu pour nous, sur ces questions de transformation numérique, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est comment ces grandes entreprises se transforment à l'ère numérique avec responsabilité. Aujourd'hui, le numérique rabat les cartes d'un certain nombre de statuts. Et notre enjeu, c'est de les aider à s'envisager dans le monde de demain en étant responsables dans un monde numérique qui rabat les cartes et qui crée des nouveaux rapports de force et des nouveaux problèmes, des nouveaux paradigmes qui sont aujourd'hui non résolus. Donc notre sujet, c'est comment on fait du numérique dans les grandes entreprises d'une manière responsable, à la fois pour l'organisation et puis pour les collaborateurs, parce que les collaborateurs sont ceux qui font l'entreprise. Et quand on travaille avec elles aujourd'hui, alors c'est peut-être ma naïveté, on travaille avec LVMH, on travaille avec Vinci, on travaille avec des grandes entreprises. En tout cas, moi je les considère toujours comme des acteurs et des agents institutionnels, des agents économiques qui ont une responsabilité territoriale, une responsabilité économique, une inscription sur le territoire. Et on essaye avec elles d'ancrer ces sujets, de traduire cette révolution numérique à travers les valeurs qu'elles véhiculent au quotidien. Voilà, donc on n'est pas vraiment dans les mêmes secteurs que vous, en tout cas dans le même champ que vous. Il n'empêche qu'on travaille sur ces sujets de transformation numérique avec le plus de responsabilités possibles. On va justement pouvoir y revenir tout à l'heure sur cette idée de pouvoir rapprocher des secteurs qui a priori ne se connaissent pas ou peu, qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Là, je vais m'adresser un peu aux voyageurs que vous êtes. Et aux observateurs. Alors là, on a dégagé donc une première définition qui semble être commune pour chacun. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez retrouvé, cette idée de servir l'intérêt général, cette idée aussi d'individu au-delà de la structure qui s'engage dans les pays dans lesquels vous avez pu voyager et dans lesquels vous avez pu observer ces phénomènes? Est-ce que c'est effectivement un trait commun? Mathieu, toi de ton côté? Donc moi j'ai eu la chance d'explorer un petit peu effectivement, et c'est ce qui m'a amené à me dire c'est vraiment intéressant ce monde-là, j'ai envie non seulement de m'y engager mais de contribuer à le développer. Et donc j'ai eu la chance de contribuer à aider des entrepreneurs sociaux aux Philippines pendant 3 mois, en Inde pendant 3 mois, au Sénégal pendant 3 mois. J'ai fait 1 an en Angleterre où j'étais beaucoup en contact avec des entrepreneurs sociaux aussi. Ce que je peux te dire de plus tous les gens qu'on rencontre au fur et à mesure de l'année, etc. Il y a un mouvement de fond dans le monde, et c'est pas un truc ni de français, ni d'européen, ni de monde occidentalisé. Je pense que c'est même pas seulement la chose d'une génération. Il y a vraiment un fourmillement dans le monde entier de gens qui veulent passer à l'action et qui ne conçoivent plus seulement d'un côté le monde associatif, de l'autre côté le monde du business classique, d'un autre côté encore un éventuel engagement politique, mais qui se disent qu'il y a peut-être quelque chose à inventer d'hybride au centre de tout ça, et donc il y a des innovateurs sociaux qui remplissent nos définitions vraiment dans tous ces pays. Je pense que là on a un super atlas, il y a quelques portraits dans le livre que j'ai coécrit avec Jonas, où vraiment il y a des histoires d'acteurs de changement extraordinaires, quel que soit le pays, et c'est vraiment dans le monde entier. Et on a beaucoup de choses à apprendre aussi des pays du Sud, on y reviendra après, mais ouais, c'est vraiment dans le monde. Alors justement, cet atlas, vu que tu en parlais Mathieu, Isabelle, peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus sur sa raison d'être, sa genèse, et puis aussi ce qui donne à voir cet atlas. Alors la raison d'être, en fait, il y a une double convergence, enfin, une convergence d'idées. D'un côté, Positive Planet, lancé dans bientôt 20 ans par Jacques Attali, donc, qui a d'abord été sur la microfinance avec Mohamed Younous, etc. Et qui est au présent aujourd'hui dans 80 pays, il y a plus de 200 projets, etc. qui sont lancés. Donc il y avait une volonté de montrer un petit peu ce qui se passait et de quelle manière il y avait cette effervescence. Et moi, de l'autre côté, je suis une journaliste, je travaillais effectivement beaucoup pour la Tribune en matière économique. Et en suivant ce secteur, en fait, on va dire au sens large d'innovation sociale, tout le monde me disait « Oh, ricanait un petit peu en disant « Oh, c'est gentil, etc. » C'est un peu naïf, mais ça ne marche pas, ça n'évolue pas. Il y avait cette réaction d'un côté, et de l'autre côté, nous tous qui sommes engagés, où on est convaincus que ça bouge énormément. Donc, d'une manière très pragmatique, on a dit, bon, on va essayer de cartographier et de recenser. Donc, on s'est associé pour le sourcing, on a fait appel justement à Ashoka, à Spark News, des gens de SOS nous ont aidés, des gens de Mohamed Younous, etc. nous ont aidés,
pour essayer de cartographier ce monde en mouvement. Parce qu'effectivement, je crois qu'on parle d'hommes et de femmes de bonne volonté, qui sont tous des humanistes profondément, qui ont tous conscience qu'il ne faut pas uniquement s'intéresser à soi-même, mais s'ancrer dans la société et partager. C'est vraiment un point commun qu'on retrouve chez tous. Et avec aussi cette idée de la rupture, faire quelque chose de nouveau. Ça, je pense que c'est fondamental. Et le numérique est un des points extrêmement forts parce que grâce au numérique, il y a des possibilités de duplication, mais également d'essaimage, etc. Donc ça, c'était la genèse. On a commencé à travailler comme une journaliste, donc avec une équipe. On a fait un sourcing, on a contacté énormément de gens et après, on a recensé, trié, etc. Et ce qu'on a constaté, c'est effectivement, il n'y a pas une région du monde qui est majoritaire, où il y aurait plus de projets sociaux que d'autres. L'Inde est effectivement historiquement très fort, mais en Europe également, en Afrique également, aux États-Unis également, en Amérique du Sud, et dans tous les domaines. C'est-à-dire que vous avez des gens qui s'engagent pour l'environnement, vous avez des gens qui s'engagent pour la citoyenneté, pour la santé, pour l'éducation, et à chaque fois, ça part peut-être d'une personne, de deux personnes, ça peut être un individu, mais ça peut être une entreprise, ça peut être une institution. Donc il n'y a pas une règle, en fait il y a véritablement simplement une volonté à un moment donné qui se concrétise en disant ce n'est plus possible, là il y a un problème à résoudre, il faut y aller. Je vais prendre un exemple que j'adore, qui est celui de Jadav Payeng, qui est un Indien, qui est un monsieur à peine lettré, et qui, sur son territoire, eh bien, la forêt avait complètement disparu. Eh bien, il s'est mis à planter un arbre, 2 arbres, 3 arbres, etc. Aujourd'hui, il en a plus de 1000 hectares. Donc, et il a commencé tout seul. Maintenant, il est invité dans le monde entier, etc. Les animaux sauvages sont revenus, il y a tout un écosystème. Et des gens comme ça, il y en a partout. Parmi ces exemples de personnalités marquantes, je crois que toi, Mathieu, tu as eu l'occasion d'approcher pas mal Tony Mellotto, il me semble. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui est Tony Mellotto et son projet qui, je pense, est assez emblématique aussi d'innovation faite dans des pays du Sud? Donc, Tony Mellotto, c'est un entrepreneur social philippin, Antonio Mellotto, de son vrai prénom. Et donc, j'ai eu la chance de vivre dans sa cave pendant 3 mois, puisqu'en fait, on l'aidait sur le développement de son projet qui s'appelle Gawat Kalinga, et a créé un grand partenariat avec Schneider Electric sur Excel Energy. En gros, lui, il avait la quarantaine, il travaillait dans un grand groupe. Il était cadre dirigeant, il avait tout, voilà, la voie toute tracée, et juste à un moment il ne pouvait plus supporter de vivre à côté de 30 millions de personnes qui étaient sous le seuil de pauvreté, en extrême pauvreté. 30 millions, c'est 30% aux Philippines, 100 millions de personnes, et donc il s'est dit qu'est-ce que je peux faire? Il ne savait pas, donc en fait il savait qu'il devait faire un changement. Il allait faire des immersions dans des bidonvilles. Il a passé plusieurs mois et il a compris, enfin il a lancé des petites choses à son échelle, des prototypes, des pilotes, et en fait il a essayé avec quelques familles de les sortir de bidonvilles pour les aider à reconstruire des villages en dur, propres à côté, et recréer des communautés. Le but au fond c'est de leur redonner la dignité. Et donc en fait, donc, ils construisaient ensemble, donc c'est des anciens, pour beaucoup c'est des anciens drogués, dealers de drogue, trafiquants, c'est du grand banditisme aussi, hein, dans ces villes parfois, et juste ils leur faisaient confiance en leur disant, donc ils prenaient une vingtaine de familles et qui allaient construire ensemble une nouvelle communauté où ils construisaient tous ensemble une vingtaine de maisons, et à la fin ils tiraient au sort les maisons dans lesquelles ils allaient se retrouver. Du coup ils étaient obligés de construire le village tous ensemble. Ensuite ils les peignaient en rouge, en jaune, en vert, etc. pour redonner des couleurs, retrouver leur dignité. Ils étaient heureux de redémarrer une vie. Et donc voilà, il a fait un village. Aujourd'hui c'est 2000 villages, 1 million de personnes en 10 ans. Donc il y a 1 million de personnes qui sont sorties des bidonvilles comme ça, dans des villages en dur. Et donc là il construit les nouvelles étapes où ils essaient de du coup créer des jobs dans ces nouvelles communautés. Comment ils vont valoriser toute l'agriculture locale qui est sous-valorisée. En fait, ils importent plein de choses du monde entier, alors qu'en fait, ils ont une terre hyper fertile et ils pourraient créer énormément d'emplois
dans l'agriculture aux Philippines. Bref, il construit les nouvelles étapes là, pour créer de la durabilité et de la création de richesses à la base de la pyramide pour sortir tous ces personnes durablement de la pauvreté. Voilà, donc ça c'est un des exemples où en fait en côtoyant des bonhommes comme ça, on se dit en fait c'est quelqu'un qui est comme nous en fond, donc parce que juste il a la même carrière que peut-être quelques-uns de cette salle, et puis si c'est pas le cas, il a eu enfin, il est comme nous, quoi. Et juste à un moment, il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Il l'a fait. Et puis ça a pris une ampleur très forte parce qu'il avait un charisme particulier, etc. Mais aussi parce qu'en se mettant en action, les conditions se mettent en mouvement avec soi. Et donc, il est très accessible et tout. Et donc, on se dit, en côtoyant des gens comme ça, l'impossible est vraiment temporaire. Et donc, le fait de le côtoyer pendant 3 mois, c'est bouleversant. Et on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire moi aussi? J'ai pas le droit de pas essayer, en fait. J'ai pas le droit de passer. Et d'ailleurs, lui, il fait partie de ces personnalités qui donc voyagent beaucoup, justement, qui sont invitées partout à travers le monde pour parler de leur initiative. Et là, on commence déjà à voir se dessiner cette idée de voyage des idées. Antonin, tout à l'heure, Isabelle a dit, lorsqu'il y avait ce projet d'Atlas qui était en train de naître, que certaines personnes, notamment peut-être du côté des entreprises, trouvaient que ces initiatives n'étaient pas forcément très sérieuses, un peu alternatives. Est-ce que tu as l'impression que cette traditionnelle méfiance qui pouvait exister auparavant peut-être entre un secteur plutôt associatif et un secteur business, cette frontière est en train de tomber dans la façon dont toi tu appréhendes ces sujets-là? Je sais pas. Je n'ai pas de réponse définitive, mais c'est ce que je disais tout à l'heure discuter avant de débuter cette conférence. J'ai travaillé dans l'associatif, dans le monde associatif pendant 5 ans, et c'est vrai que quand on est un acteur associatif, il y a toujours une défiance, mais une défiance structurelle en fait, organique, biologique vis-à-vis des grands acteurs, et qui nous permet d'avancer aussi parce que ça nous motive, ça nous challenge. Et puis maintenant, je suis passé un peu de l'autre côté, je travaille avec des grandes entreprises. Et aujourd'hui, les grandes entreprises, elles se posent beaucoup la question, ou en tout cas, elles essayent de se poser les bonnes questions, et notamment sur quels acteurs s'appuyer pour innover, sur quels acteurs s'appuyer pour innover d'une manière responsable. Elles ont eu trop tendance à essayer de reproduire ou à essayer de faire elles-mêmes, et donc avec des méthodologies qui ne sont pas forcément adaptées. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, et même quand on voit les partenaires de ces conférences, qu'elles cherchent à aller s'appuyer sur des points d'écosystème, sur des acteurs qui font déjà, pour aller les aider à accélérer sur leur schéma et sur leur vision. Donc l'enjeu, c'est plutôt faire avec pour les grandes entreprises aujourd'hui, plutôt que faire tout seul. Après, tout n'est pas rose et tout n'est pas parfait, évidemment, mais en tout cas, ce qu'on les encourage à faire, c'est quand elles ont des démarches d'innovation, des démarches d'écosystème, c'est plutôt de s'ancrer sur l'existant, plutôt d'essayer d'aller reproduire des schémas à la place d'acteurs déjà constitués qui œuvrent sur leur territoire depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies. Isabelle? Oui, en fait, je pense que les entreprises, par la pression à la fois des consommateurs, mais également par les inputs qui sont donnés, particulièrement en France, par l'État, ont commencé un mouvement. On le voit, enfin nous, au sein de Positive Planète, on a des grands groupes aussi qui nous soutiennent, et il y a véritablement, ça part par une personne, un leader, etc. Mais en 5 ans, on voit bien que les leaders sont de plus en plus nombreux et que dans leur écosystème d'entreprise, ça bouge véritablement. Là, je parlais plus de la presse. C'est-à-dire que là où les entreprises sont conscientes parce qu'elles ont un marché derrière et que la jeune génération les intime à bouger, les journalistes, eux, pas véritablement. Ils n'ont pas encore d'enjeu. Il n'y a pas de pression publicitaire, il n'y a pas de pression des actionnaires qui leur disent là, il faut véritablement y aller. Ça commence un tout petit peu, mais il y a un problème, et je suis journaliste, sur la prise de conscience et l'action des journalistes. C'est vraiment encore à la marge, et je pense que dans le voyage des idées, il y a véritablement quelque chose à faire pour mobiliser les journalistes sur ce point. Et si je peux me permettre, on parle des grandes entreprises comme quelque chose de monolithique et de très homogène. En fait, j'imagine que certains d'entre vous travaillent dans des grandes entreprises. En fait, quand on travaille avec une grande entreprise, on ne travaille pas avec une grande entreprise, on travaille avec des gens qui vivent dans un cadre professionnel qui est ces grandes entreprises. Donc ils ont tous envie, en tout cas, ou alors il y a un problème, mais ils ont tous envie de faire changer les choses à leur niveau, ils ont tous envie de faire évoluer les choses dans le bon sens. Après, ils sont dans les cadres et dans les contraintes qui leur seront imposées,
Et du coup, tout le sujet, c'est le sujet que tu traites aussi, toi Mathieu, à travers Ticket for Change, c'est comment on donne le cadre à des individus, des collectifs d'individus dans des organisations très structurées et complexes pour faire bouger les lignes en interne, pour que ça ait de l'impact ensuite sur les territoires et sur les écosystèmes. Donc les grandes entreprises en tant que telles, c'est difficile de les considérer comme un bloc unique. Les grandes entreprises, c'est des centaines de milliers de personnes, et c'est autant de personnes qui ont envie de faire bouger les choses. Donc, en fait, cette opposition aux grandes entreprises, associatives, etc., je ne sais pas si elle est encore très viable aujourd'hui. Et donc l'enjeu, c'est de donner les moyens à ces gens de vous aider et de faire les choses de manière responsable. Merci, je pense qu'avec ces différents éléments, on a pu justement planter le décor et peut-être ouvrir le capot maintenant et aller un petit peu plus loin. Donc on a bien compris que des innovations sociales, il en existe partout à travers le monde, qu'il n'y a pas des régions du monde qui sont a priori plus propices à créer de l'innovation sociale, qu'il y a des personnalités remarquables qui émergent partout. Et pourtant, on a l'impression, et ça rejoint peut-être le point justement de la vigilance des journalistes et de la presse sur ce phénomène, que ces innovations, parfois, elles ont du mal à voyager, elles ont du mal à sortir de leur terrain d'origine dans lequel elles sont nées, alors que pourtant, on pourrait dire qu'on est dans une situation où il n'a jamais été aussi facile de communiquer. Évidemment, la transformation numérique y prend une part importante. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez, c'est ce paradoxe entre il est extrêmement facile de communiquer et pourtant seules les grosses initiatives, celles qui ont su faire parler d'elles, sont sorties du bois et qu'il reste encore beaucoup d'initiatives peu connues et qui ne dépassent pas leurs frontières? Est-ce que c'est quelque chose que vous observez aussi dans vos différents voyages? Sur la question de l'essaimage, en fait, comment les innovations sociales changent d'échelle et se développent dans des nouveaux territoires. Moi, mon expérience personnelle, l'idée de Ticket for Change, je l'ai eue, pas que, mais principalement en Inde, lorsque j'ai participé à un événement qui s'appelle le Jagriti Yatra, qui est un grand voyage autour de l'Inde, 8000 km, à la rencontre d'acteurs de changement extraordinaires qui changeaient la vie d'autres personnes pour inspirer 450 jeunes par année à devenir le changement qu'ils voulaient être dans le monde. Et du coup, ce concept de voyage éveil, je me suis dit c'est génial, il faut qu'on fasse la même chose en France. Donc là, il y a un essaimage par une inspiration. Je leur ai demandé l'autorisation, ils m'ont un peu accompagné. Et aujourd'hui, on travaille un peu ensemble, en tout cas on se voit souvent pour partager nos apprentissages, etc. Aujourd'hui, nous, Ticket for Change, on est au démarrage de notre essaimage, de notre modèle qui est différent du leur. On a construit quelque chose de différent au fur et à mesure. Aujourd'hui, on a inspiré quelqu'un au Pérou, ça s'appelle Waina Waina, ça existe au Pérou, sur un modèle qui s'appelle pas Ticket for Change mais qui a été adapté, et Déclic en perspective en Belgique. Et aujourd'hui, on aide quelqu'un au Cameroun avec le modèle Ticket for Change. Donc on est à ce moment-là. Pour moi, les enjeux derrière, c'est, je crois que pour essaimer, il faut, alors il y a plein, je ne sais pas quel est le bon modèle, mais soit on veut être garant de la qualité de la marque, de tout contrôler, et dans ce cas-là, il faut attendre, en fait, il faut que ce soit nos propres équipes qui développent, mais dans ce cas-là, il faut grandir très vite, enfin c'est dans longtemps qu'on pourra former des personnes qui iront ensuite, dans tous les pays du monde, faire ça. On peut attendre longtemps, ou alors il faut accepter de se faire copier, parce qu'on se dit que de toute façon on sert l'intérêt général, que tant mieux si d'autres nous copient, parce que de toute façon on sert des problèmes qui sont urgents et importants, et tant mieux si d'autres le font, on aura moins de travail. Et donc c'est pas d'être en modèle copyright, mais plutôt copyleft, de laisser ceux qui veulent nous copier le faire. Après le challenge, c'est que si tout le monde vous copie, c'est pas forcément que vous allez perdre en visibilité et tout, mais ça peut être plus ou moins bien fait. Et donc le sujet, nous on essaie de trouver le juste milieu pour qu'on puisse nous copier, mais être sûr que la qualité est derrière. Parce qu'en fait, nous fondamentalement dans notre métier, on travaille sur le talent des gens et comment ils vont pouvoir le mettre au service de la société en lançant des projets. Faut pas envoyer les gens dans le mur, quoi. Donc si y a plein de gens qui utilisent ces méthodologies, qui vont chercher au fond des tripes ce qu'on a dedans, et qu'ils en font n'importe quoi, c'est dangereux. Donc il faut garder la qualité. Et puis on ne peut pas utiliser la marque et puis pas avoir la qualité. Donc il faut trouver le juste milieu. Donc je pense qu'il y a un des enjeux de lâcher l'ego, clairement, ça c'est nécessaire, et tout projet qui ne veut pas faire ça ne peut pas grandir.
parce que sinon, si vous voulez tout contrôler, bah, vous resterez qu'une petite équipe de 10 personnes, de fait. Et puis, trouver le bon modèle de changement d'échelle, ce qui n'est pas simple. Justement, Isabelle, j'allais te passer la parole. Donc, Mathieu parlait du fait qu'à l'origine, il y a des rencontres qui inspirent, qui créent un déclic, qui font découvrir quelque chose. Et puis après, il y a à la fois cette possibilité de se dupliquer, d'essaimer, mais aussi d'accepter la part de se faire copier. Toi, dans la classe, dans les innovations que tu as pu rencontrer, est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves qui est commun avec ces différents acteurs ? Oui, enfin, comme ce sont des hommes et des femmes de bonne volonté, je crois qu'il y a très peu d'ego. En fait, après, il y a un problème de structure et de financement de ces structures. C'est-à-dire que quand on prend, si on va prendre l'exemple de LVMH et du luxe, le luxe, dans les années 80, c'était peanuts, ça ne voyageait pas. Aujourd'hui, c'est l'un des plus gros secteurs au monde et il s'est structuré, mondialisé d'une manière absolument fulgurante ces 40 dernières années. Mais il y avait énormément d'argent derrière. Nous, le problème que l'on a, c'est qu'on est toujours à courir après l'argent pour cette internationalisation. Ceci étant, il y a des structures, Positive Planet en fait partie, mais je pense à Ashoka. Ashoka est un formidable duplicateur et sémeur en fait de bonnes idées. Aujourd'hui, c'est 3300, une bêtise, mais followers dans le monde, et bien évidemment, il y a des modèles qui se dupliquent, mais ça dépend des hommes, bien évidemment. L'autre chose qui est intéressante, c'est la Grameen Bank. La Grameen Bank a commencé de fin des années 80. Peut-être que tu peux repréciser ce que c'est la Grameen Bank. La Grameen Bank, c'est la microfinance lancée par Mohamed Younous, prix Nobel d'économie, prix Nobel de la paix, et qui a commencé, je crois que c'était $10 au tout début, ou $100, à prêter à une personne pour qu'elle crée sa petite entreprise, qui devait être simplement de pouvoir transporter des yaourts, etc. C'était au Bangladesh. Personne n'aurait imaginé qu'en 2009, ils allaient s'installer dans le pays du capitalisme absolu, les États-Unis, et aujourd'hui, c'est des millions de dollars qu'ils ont réussi à générer, et c'est devenu un mouvement extrêmement fort. Donc, ce qui veut bien dire que le modèle de la microfinance continue à essaimer partout, et en particulier de pays du Sud défavorisés vers des pays capitalistes extrêmement aisés a priori. Donc il y a ça, mais on est effectivement limité par le nombre, par les bonnes volontés. Et moi, je rêve d'une internationale des changemakers. Je trouve qu'aujourd'hui, chaque structure, et malheureusement, même s'il y a des discussions, même s'il y a des dialogues, etc., c'est pas un problème d'ego individuel, c'est un problème d'ego structurel des différentes structures. Et si on pouvait avoir une internationale des changemakers, là peut-être on pourrait arrêter de ne représenter que 10 ou 15% de l'économie mondiale. Si on veut véritablement transformer le monde, il faut passer à une plus grande échelle. Et ça veut dire qu'un groupe SOS, ça veut dire que Ashoka, ça veut dire Positive Planet, ça veut dire que Grameen, etc., au lieu d'avoir chacun nos différents mouvements, c'est formidable, la parole, les mouvements de mobilisation des uns et des autres, mais il faut véritablement s'associer comme le fait l'économie traditionnelle, c'est-à-dire que là où il y a un éclatement d'une multitude de structures, si on reprend encore une fois l'univers du luxe, il y a 40 ans, c'était plein de petites structures. Aujourd'hui, vous avez même pas 10 grands groupes, et ces 10 grands groupes sont passés, alors c'est un mauvais modèle, c'est pas le modèle qu'on a envie de développer, mais je pense que cette internationalisation est extrêmement importante et mobilisante. Antonin, je me tourne vers toi. Tout à l'heure, tu soulignais effectivement, et c'est un avis partagé par Isabelle et par Mathieu, sur la différence entre business, association, était finalement pas si évidente que ça. Sur cette question justement d'être ouvert, d'accepter, de se faire copier, on a le sentiment que dans le monde du numérique, il y a aussi un peu cette dimension-là, et en même temps des grandes entreprises qui sont aussi un petit peu en train de garder jalousement leur technologie. Est-ce qu'elle n'est pas là aussi finalement la différence entre une innovation sociale qui a vocation à être reprise partout, parce qu'elle sert l'intérêt général, et puis dans les entreprises, peut-être celles du digital justement, un intérêt qui n'est pas forcément les mêmes. Comment est-ce que toi tu perçois cette différence ? Je pense que distinguer les grandes entreprises du digital, les Google, Amazon, les grands acteurs industriels du web d'aujourd'hui et les grands acteurs industriels plus traditionnels, moi je pense qu'il fait la force de ces grands acteurs industriels du web, quand on parle des GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple,
même s'ils sont en concurrence, en fait, on se rend compte qu'ils sont capables de nouer des alliances. En ce moment, il y a une grande alliance qui a été nouée entre ces grands acteurs sur les questions d'intelligence artificielle. Donc, ils veulent créer les nouveaux standards de l'intelligence artificielle d'aujourd'hui et de demain. Chez les grands acteurs industriels traditionnels, il y a aussi des grandes alliances industrielles qui font la force de cette économie. Et moi, je regarde un peu avec un œil d'observateur de l'externe sur ce mouvement de l'économie sociale, de l'économie positive, etc. Je te rejoins peut-être, Isabelle, c'est que il y a différents mouvements, il y a différentes religions, c'est quelque chose qui n'est pas homogène non plus. Et je pense qu'il faut qu'on soit capable collectivement de se dire c'est quoi les grandes alliances à construire ensemble. On garde notre singularité, mais quelles sont les grandes alliances à construire demain sur ces questions d'économie positive. Vous le faites un peu avec l'événement que vous organisez, mais voilà, je pense que si on n'anticipe pas et si on n'occupe pas le terrain et si on ne prend pas la main sur ces questions, d'autres acteurs vont prendre la main, et les autres acteurs qui vont prendre la main, c'est des acteurs qui sont beaucoup plus équipés économiquement pour le faire. Donc la question c'est, il faut prendre l'espace, et si on ne le prend pas, en fait, d'autres vont le prendre à notre place. Donc il faut créer un rapport de force utile à tous. Ça rejoint le point de l'international, quelque part. Oui, et ça rejoint aussi deux mouvements qui se sont lancés ces 3 dernières années, enfin 3-5 dernières années, 3 mouvements. The B Corp, qui est un label pour justement les entreprises qui innovent socialement et environnementalement. Vous avez The B Team, qui a été lancé par en partie Mohamed Younous, Richard Branson, Schneider en faisait partie, etc., qui vise à promouvoir une économie zéro carbone en 2050. Aujourd'hui, c'est une 60aine d'entreprises. Et il y a encore le mouvement avec Nigel Topping, Women Business, qui a été lancé il y a 2 ans à Davos, et aujourd'hui, c'est une 100aine d'entreprises. Et je pense que cette internationalisation par les grandes entreprises, parce qu'elles ont déjà les méthodologies, parce qu'elles ont déjà la structure mentale, fait qu'il y a une véritable aussi accélération de ce mouvement-là. On a parlé tout à l'heure de la microfinance, du microcrédit comme étant un des exemples les plus remarquables d'essaimage auxquels personne ne pouvait s'attendre. Est-ce que vous avez d'autres exemples? Voilà, on a parlé aussi d'Antonio Melotto, d'innovations qui sont à la base vraiment très liées à un besoin de terrain, à des populations spécifiques. Un exemple aussi remarquable, ou est-ce que justement on retombe un petit peu sur la problématique de départ que il y en a des gros qu'on connaît bien maintenant, mais ça cache c'est un peu voilà, l'arbre qui cache la forêt. Pour l'instant, il n'existe pas encore d'autres exemples aussi remarquables. Question peut-être un peu piège, hein, désolé. Oui, non, un peu piège parce que il n'y a pas véritablement ça, à part sur la microfinance. Alors, il y a beaucoup de choses, effectivement, par l'intermédiaire du numérique, mais il ne faut pas oublier que ces mouvements sont assez jeunes. C'est une économie qui a moins de 10 ans, quand même, pour l'essentiel, et donc c'est un mouvement... Tony Melotto, on commence à en parler depuis 4-5 ans. Et il a commencé il y a moins de 10 ans. Voilà, il y a 10 ans. Quelqu'un comme Bunker Roy en Inde, avec la formation des grands-mères à apprendre à faire des panneaux solaires, etc. C'est un peu plus de 10 ans, mais il commence véritablement à voyager depuis 5 ans. Donc il y a tout ce travail un petit peu de missionnaire de l'innovation sociale qui est en cours, et donc ça prend du temps. Mathieu, tu partages Oui, et en même temps, il y a quand même quelques petits exemples. Je suis arrivé tout à l'heure, j'ai mangé le carreau du temple, et puis il y avait la ruche qui dit oui. Il y avait un événement, je ne sais pas ce que c'était. Tu peux repréciser ce que c'est la ruche qui dit oui? La ruche qui dit oui, c'est une entreprise, je ne sais pas s'ils se définissent comme entreprise sociale, mais je pense que oui, entreprise sociale française, qui vise à développer des circuits courts. Comment est-ce que chacun va pouvoir acheter des fruits et des légumes le plus proche de chez soi, donc en fait en faisant vivre les agriculteurs autour de chez soi. Et du coup, ça, il y a un vrai modèle d'essaimage derrière où ça a essaimé partout en France d'une part, et puis c'est vraiment en voie d'internationalisation dans plusieurs pays européens. Et du coup, c'est un exemple d'entreprise sociale qui commence, je pense, vraiment à devenir grand public. Alors, pas encore grand public, mais là on touche quand même plein de gens. Il y a des incroyables comestibles qui sont nés à Tolmorden en Angleterre il y a 4 ans, parce que
que la crise, parce que la pauvreté, parce que le chômage. Et les gens, je ne sais plus, enfin, une ou deux personnes ont commencé à dire, plutôt que de planter des fleurs devant chez moi, je vais planter des légumes. Mais chacun pourra se servir. C'est parti de Todd Modern. Aujourd'hui, c'est dans toute l'Europe. En France, le mouvement a pris d'une manière absolument hallucinante. Normalement, la ville de Paris devrait ouvrir les plates-bandes pour qu'on puisse commencer à le faire aussi à Paris. Voilà, ça c'est un mouvement qui est né d'une manière spontanée. Maintenant, je crois que c'est structuré quand même au niveau de Todd Modern, mais partout ailleurs, ça continue. Mathieu? Ceci dit, il y a quand même, je crois qu'il y a quand même deux énormes enjeux. Le premier, enfin là on est en train de, c'est pour moi le deuxième, mais le deuxième c'est le changement d'échelle de ce qui marche. Et donc c'est comment on industrialise ce qui a été testé au laboratoire et qui prouve que ça a un impact. Et ça, il y a des acteurs comme la Choca qui permettent ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup trop peu de cas, d'exemples d'entrepreneurs sociaux, d'entreprises sociales en France qui sont très connus du grand public. Le groupe SOS est la plus grande. Mais c'est pas encore assez connu du grand public. Il n'y a pas de modèle qui a essaimé partout, sur tous les territoires que tout le monde connaît. Et ça doit être ça l'économie de demain. Et donc ça c'est le deuxième sujet, le changement d'échelle. Et puis nous on s'adresse au premier, c'est toutes ces idées qui ont une valeur, mais qui passent jamais à l'action. Donc comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens ils passent au stade du laboratoire. Et là il y a une perte énorme aussi. Donc il y a deux pertes énormes au niveau du changement d'échelle. Il y a plein d'initiatives géniales qui restent locales. Et c'est vachement dommage. Et au niveau du passage à action, il y a plein d'idées géniales qui restent tout le temps des idées. Et ça vaut rien. Ça n'a pas de valeur quand ça reste une idée. Si on continue un petit peu à dérouler le raisonnement, donc on voit bien quelles sont les difficultés, quels sont aujourd'hui les obstacles, peut-être les contraintes. Si on essaie de réfléchir à comment est-ce qu'on peut faciliter justement, donc aussi bien le passage à l'action et après le changement d'échelle, est-ce que finalement la solution elle ne se trouve pas entre une alliance totalement assumée entre d'un côté le business traditionnel, de l'autre côté les entreprises sociales? Est-ce qu'il ne faudrait pas justement systématiser et encourager des partenariats innovants entre ces deux acteurs? On parlait au début justement de voir comment est-ce que ces deux univers pouvaient se rapprocher. Selon vous, est-ce que la solution, elle passe par là notamment? Moi, j'en suis complètement convaincu et c'est ce qu'on essaie d'expérimenter. En fait, moi, j'ai aucune certitude. J'ai des convictions et des intuitions. Donc, c'est ce qu'on teste à fond. Par contre, je ne sais pas si ça va marcher. Je te donne l'exemple, enfin, tu me posais la question sur Antonio Melotto. La contribution qu'on a faite pendant 3 mois, c'était de construire un partenariat avec Schneider Electric pour que les lampes solaires de Schneider Electric qui sont destinées à la base de la pyramide, pour aider les populations les plus démunies à avoir accès à l'énergie, elles soient distribuées dans les villages Gawakalinga. Donc c'est une alliance entre une grande entreprise et un acteur qui connaît le sujet de la pauvreté, et l'un et l'autre peuvent lutter contre le problème du non-accès à l'énergie. Là, il y a une alliance intéressante entre les deux, parce qu'on utilise le savoir-faire de l'entreprise, les réseaux de l'ONG, en quelque sorte, l'un avec l'autre. Et avec Ticket for Change, on essaie de faire des vraies alliances où des entreprises mettent à disposition les compétences de leurs collaborateurs, leur réseau, etc., pour faire émerger des entrepreneurs sociaux dans leur secteur d'activité. Et donc c'est comme ça qu'on pense que demain on peut renouveler, on peut faire émerger toute une génération d'entrepreneurs sociaux qui pourront créer des vraies alliances pour les aider à grandir plus vite, parce qu'ils auront peut-être les codes un peu plus vite, les bons réseaux un peu plus vite, avec des grands groupes qui sont bienveillants et voudront les aider à grandir. Donc voilà, on teste. Moi j'y crois fort. Vraiment à ces alliances pour que ça grandisse plus vite, parce qu'on ne peut pas faire des innovations sociales dans un petit coin en ignorant le monde et en disant juste c'est pas bien ce que font les grands. Parce que juste être dans un petit entre-soi, faire des petits trucs gentillets, c'est se faire plaisir, mais c'est pas avoir un impact à grande échelle. Donc, de toute façon, il faut les polliniser aussi. Oui, Isabelle? Quelque part, les grands groupes, ils sont là. Parce que tous ici, si on n'était pas financé par des grands groupes, parce que les subventions publiques représentent une partie de nos financements, mais c'est pas ça qui nous permet de grandir. Ce sont les grands groupes qui nous aident à grandir. Et ils se servent de nous, petits innovateurs sociaux, etc., comme laboratoire. Et ils nous soutiennent, etc. Pas suffisamment, il faut faire attention, etc. Et les grands groupes sont déjà avec nous. Je pense que le numérique, pour nous aider à nous structurer, pour nous aider à nous internationaliser,
est un point absolument fondamental. Je pense qu'aujourd'hui, la prise en compte, justement, une prise de conscience globale, et notamment par les GAFA, etc., qui investissent dans le champ de l'innovation sociale, c'est intéressant parce que eux, grâce au numérique, peuvent être de formidables accélérateurs. Sur les alliances, Antonin, oui. Il faut réussir à... Et c'est ce qui est le plus difficile dans le métier, en tout cas dans mon métier, c'est de jongler avec les contradictions. C'est-à-dire que, à la fois, on parlait des GAFA, tu parlais des GAFA, c'est des entreprises qui sont infiniment efficaces du point de vue technologique et du point de vue économique, malheureusement, parce que parfois ils utilisent des failles que les États laissent ouvertes d'une manière béante, et notamment les failles fiscales. Et pour autant, aussi, elles investissent et elles explorent des sujets qui sont des sujets de responsabilité sociale. Donc le plus dur, c'est de réussir à travailler avec des acteurs qui sont ambigus, de réussir à prendre le bon, tout en essayant de s'arracher de ce qu'ils peuvent renvoyer en termes d'image. En termes d'image, qui peut être négatif, on entend parler dans la presse tous les jours. Donc on est tous un peu schizophrènes, il faut réussir à la fois à aller chercher le meilleur, et puis à la fois à réussir à le capitaliser pour en faire quelque chose d'utile. Mais le plus difficile, c'est ça, c'est de réussir à travailler avec des gens qui ne sont pas exactement comme nous, avec qui a priori on n'a pas forcément envie de travailler, mais en fait c'est quand c'est dur, et c'est quand ça résiste que le changement vient. Donc il faut un peu s'asseoir parfois, alors pas s'asseoir sur ses convictions, mais en tout cas les adoucir pour que le coup d'après ça soit utile au plus grand nombre. On est en transformation, donc on est dans une période de changement. On peut nous se dire oh, c'est formidable ce qu'on fait, mais si on ne va pas changer les autres, ça ne sert à rien. Donc on est obligé d'être dans cette interaction permanente avec les grands groupes, avec les institutionnels. Si on prend un mouvement comme La France s'engage, qui a été lancé il y a 2 ans, c'est une formidable initiative du gouvernement qui se moque de cette colloque politique, mais qui là aussi permet de promouvoir, permet de faire connaître aux uns et aux autres, mobilise la presse, etc. Et on est systématiquement obligé de travailler avec des gens avec qui on n'a pas envie de travailler, comme ça au départ. Et c'est comme ça qu'on peut faire la transformation et le changement et la rupture. J'ai bossé pendant 5 ans chez Silicon Sentier, qui est une association de start-up qui a essaimé aussi des dispositifs comme la cantine un peu partout en France. Et en fait, le reproche qu'on nous faisait, alors il y avait des acteurs de l'économie sociale à l'époque qui venaient nous voir et qui nous disaient il faudrait faire... Oui, mais vous êtes trop institutionnel. Vous n'êtes pas pur au sens voilà, et vertueux. Alors qu'en fait, cette notion, la notion d'institutionnalisation, c'était un peu vécu comme mais vous êtes institutionnel. Je ne pense pas que ce soit un défaut a priori. C'est la manière dont on fait les choses qui compte. Donc au-delà des postures et des a priori, c'est comment aujourd'hui on les sème. D'une manière correcte, d'une manière responsable, et c'est vraiment le sujet. Donc la notion d'institutionnalisation, la notion qui est hyper présente chez toi, qui n'est pas présente chez toi, mais du coup comment on les sème aujourd'hui en région et au niveau international, il faut réussir à l'accepter, parce que c'est aussi un levier d'internationalisation et un levier de succès aussi pour les organisations. Alors Mathieu, justement, j'allais me tourner vers toi. En tant qu'entrepreneur social, donc voilà, on a cité tout à l'heure un peu ton parcours. Est-ce que tu as l'impression que, effectivement, toi, ton discours, il a pu changer justement parce qu'il y a cette réalité, il y a ce monde qui entoure l'innovation sociale qu'on ne peut pas ignorer? Est-ce qu'il y a des alliances qui, il y a 5 ans, te paraissaient un petit peu contre nature et qui, finalement, aujourd'hui, tu te dis, bah, en fait, j'en ai besoin? Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu observer sur le terrain? J'ai pas changé mon cap, à aucun moment. Et je le garderai toujours, il est bien ancré et je sais pourquoi je fais ça. Et sinon, je n'arriverais pas à me lever aussi tôt tous les matins, me coucher aussi tard, et ce serait pas dans mes tripes. Donc, non, mon intention, mon but, il est clair. D'ailleurs, c'est pas que le mien, c'est celui de toute une équipe et de tout plein de gens qui croient en nous. Après, ça nous amène à créer des alliances avec des gens où on n'aurait peut-être pas imaginé au début, quoique, ce qui fait qu'aujourd'hui, et moi je le vois plus comme une chance à chaque fois, qu'autre chose. Donc on travaille beaucoup avec des grandes entreprises, je pense qu'on a plus ou moins le même modèle, qui est du soutien de grands groupes, parce que aussi l'État soutient peu des initiatives comme les nôtres, qui ne rentrent pas dans les cases, qui sont au carrefour de plein de choses, et qui sont un peu trop peut-être innovantes à certains endroits pour... et c'est pas grave, hein, mais il faut trouver des acteurs pour nous aider, et il s'avère que c'est soit des grands
entreprises, ou soit des mécènes privés, c'est le privé qui finance ces initiatives d'intérêt général, dans la grande majorité des cas. Et donc ça nous a amené à travailler avec des Google. L'année dernière, on a gagné un prix, le Google Impact Challenge. C'est une chance de travailler avec des... Alors, il y a plein de trucs qu'on peut remettre en question sur l'éthique de grandes entreprises comme ça, mais si nous, on n'a pas envie de mettre ce petit virus de l'entrepreneuriat social dans un grand groupe comme ça, pour qu'ils mettent ce super pouvoir extraordinaire qu'ils ont de développer des outils numériques extraordinaires, si on ne leur met pas ce virus-là, qui va le faire? Donc en fait, c'est génial d'avoir accès à ces outils-là pour nous-mêmes grandir, et deux, on a cette responsabilité aussi de ne pas ignorer l'existant et d'aller inspirer, toucher, titiller, tendre la main, donner des clés pour qu'eux-mêmes agissent. Moi je le vois comme des leviers. Alors il y a toutes les questions qu'on peut se poser derrière, mais on se les pose toujours, mais il y a quand même la question du levier qui est essentiel. C'est intéressant si on fait une comparaison avec le politique. Si on regarde tous les mouvements qui naissent aujourd'hui de démocratie participative, tous les sites internet, tous les mouvements comme Ma Voix, comme Primaire.org, etc. Et quel est le résultat? Qu'est-ce qui transforme véritablement? Et si on prend l'exemple de ce qui est arrivé ce week-end en Islande, avec 14% pour le mouvement pirate, pour le parti pirate, c'est beaucoup, et en même temps, on est tous convaincus d'aller aller plus loin. Mais peut-être qu'ils n'ont pas justement eu le financement, et ce ne sont pas des groupes privés qui vont financer ces mouvements de démocratie participative. Là, il y a un problème d'échelle et il y a un problème de moyens qui manque. Et je pense que nous, en termes d'innovation sociale économique, on arrive à trouver parce que, encore une fois, les grands groupes ou des mécènes se disent on peut y aller, c'est intéressant, parce qu'une innovation sociale ou économie collaborative. Dans les grands grands exemples d'économie collaborative ces dernières années, on a eu Blablacar. Aujourd'hui, c'est un géant international. On a eu Uber, pareil. Donc, les grandes entreprises ont intérêt à nous soutenir parce que l'économie de demain, elle est en train de naître autour de cette innovation sociale. Ça permet justement de faire la transition sur la troisième partie de notre conversation. Si on se projette un peu dans l'avenir et qu'on fait un exercice de projection, est-ce que vous avez le sentiment que donc voilà, tous ces exemples qu'on peut consulter dans la classe, qu'on peut consulter également dans ton livre Mathieu, est-ce que ça constitue vraiment voilà, l'avenir, un petit peu une force économique sur laquelle on va pouvoir compter, ou est-ce que finalement c'est un peu un effet de mode? On pourrait craindre qu'à une époque on parlait beaucoup de développement durable et on s'est rendu compte que finalement c'était peut-être pas quelque chose qui allait vraiment imprégner aussi durablement. Est-ce qu'on peut compter dessus ou est-ce que ça va s'essouffler parce que voilà, il y a un peu un effet aussi de mode autour de ces notions-là? On va être optimiste, hein, parce que de toute façon sinon on s'arrête. Mais non, je pense qu'il y a ce qui naît véritablement, et c'est ce qu'on a ressenti nous quand on a fait la classe, c'est que cette effervescence, elle est partout. Et qu'il y a une véritable volonté, etc. En même temps, et nos amis des pays arabes, je sais qu'il y a quelqu'un qui vient du Yémen, pays que j'adore, c'est difficile parce qu'on voit des montées d'extrémisme, on a un mouvement d'un côté absolument formidable, d'élan très positif, et à côté, on a un mouvement de force obscure qui s'oppose à tous ces mouvements. Donc c'est ça qui est compliqué. Mais cet élan, il est multiple, etc. Et il est international. Et je pense que ça dépend de nous. C'est-à-dire, quand on fait, par exemple, de vous voir tous ici présents ce soir, c'est qu'il y a une vraie appétence, il y a un désir. Quand nous, on fait le forum au Havre, donc pas ville, c'est pas Aix-en-Provence ni Montpellier, où on a 10 000 personnes, on a 200 speakers, 80% d'internationaux, que c'est suivi, etc., que les gens restent, s'interrogent et autres. Quand on voit tous les mouvements qui peuvent se faire, la soirée pour Ashoka, c'est tout le temps plein. Et vous, ce que vous faites en région, etc. Donc il y a cette appétence. Je pense qu'on a un rôle de marteler, de dire oui, on peut y arriver, oui, il faut fédérer, oui, il faut pousser les uns et les autres, que ce soit les institutionnels, les grands groupes, etc., mais également les individus. Un Tony Melleteux, il est peut-être le prochain Tony Melleteux, il est peut-être dans la salle, et je le souhaite. On a tous quelque chose à faire et il faut le faire. Mathieu? Ouais, Antonin? Donc, tout à l'heure, tu parlais de Ma Voix et de ces initiatives
de démocratie directe, participative. Je ne sais pas ce que ça va donner, et c'est intéressant, mais en même temps, je trouve qu'on est toujours un peu dans l'opposition des forces et dans la tectonique des plaques. C'est-à-dire qu'on a tendance aujourd'hui à se construire en opposition, c'est-à-dire que c'est porteurs d'initiatives, c'est des gens qui dénoncent aujourd'hui le fonctionnement actuel, qui dénoncent les institutions actuelles, qui dénoncent les contrats actuels, et qui en fait qui sont avant tout des initiatives individuelles, hein, quand on regarde qui porte ces initiatives, et du coup l'enjeu aujourd'hui c'est comment on fait passer ces initiatives individuelles par à l'échelle. Et malheureusement ou heureusement, moi ça me rassure parce que j'aime les institutions et je pense que elles sont garantes d'équilibre, d'équité et plein de choses et de beaucoup de valeurs. Aujourd'hui on doit absolument institutionnaliser des mouvements, c'est-à-dire qu'on va fixer des règles, on va fixer des cadres, et sur ces mouvements que vous représentez brillamment, il y a aussi un enjeu, quelles sont les règles collectives qu'on se fixe aujourd'hui, quelles sont les valeurs collectives qu'on se fixe aujourd'hui, et comment aujourd'hui on devient des organisations intermédiaires. On condamne beaucoup les syndicats aujourd'hui, mais ils jouent malgré tout un rôle. Les partis politiques, on les condamne, mais ils jouent malgré tout un rôle. C'est une histoire aussi, et du coup, être en opposition avec des institutions qui œuvrent aujourd'hui à la démocratie ou qui œuvrent aujourd'hui au bon fonctionnement de la société, je pense que c'est intéressant, mais il faut vite dépasser ce stade de l'opposition pour construire quelque chose de collectif. Et aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, les partis politiques, même si le nombre d'adhérents est en baisse, en tout cas, ça représente des forces. Les syndicats représentent encore les forces, et les entrepreneurs du changement ou les entrepreneurs sociaux, en tout cas, je ne connais pas très bien cet environnement, représentent des forces, mais on met avant tout en avant les individus. Et c'est intéressant, et en même temps, comment on fait exister les individus comme des gens qui sont représentatifs et qui sont porteurs de sens et qui sont des intermédiaires vis-à-vis du politique. Aujourd'hui, moi, je vois pas ça. Je vois pas ça dans mon environnement, dans les médias, et je trouve ça dommage. Du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse collectivement pour faire émerger des forces qui soient représentatives de quelque chose? Mathieu, bon, j'imagine que je pose une question évidemment à un convaincu, mais pourquoi est-ce qu'il faut compter demain sur des tickets for change, sur des entrepreneurs sociaux? Pourquoi est-ce que demain ils seront incontournables, selon toi, et qui représentent vraiment une force incontournable? Pourquoi il faut compter sur les entrepreneurs sociaux? Je crois qu'on n'a plus le choix, en fait, dans un contexte où il y a de plus en plus de problèmes de société, la précarité, la pauvreté, le chômage de masse, le réchauffement climatique, etc. Pas besoin de vous faire de dessin. De l'autre côté, un État qui peut plus tout, qui est endetté, surendetté, il n'y a aucune raison qu'il ne le soit pas plus demain, malheureusement. Et donc, en fait, plus en plus de problèmes, les acteurs d'hier qui ne peuvent plus résoudre ces problèmes-là, les associations, elles font un boulot formidable, mais comme elles étaient beaucoup financées par l'État avant, elles n'ont plus trop les moyens. Du coup, il faut trouver des nouvelles solutions. Et qui dit inventer des nouvelles solutions, on vient de définir ce qu'est un entrepreneur. Un entrepreneur, au sens large, c'est quelqu'un qui imagine quelque chose de nouveau et qui va le faire, et qui va emmener d'autres pour le faire. Et c'est de ça dont on a besoin. On a besoin de gens qui, dans les tripes, ils ont le courage de faire un truc à leur échelle. Ils ne savent pas si ça va marcher, ils le font avec une initiative privée, en l'occurrence d'intérêt général dans ce cas-là, mais c'est fondamentalement de ça dont on a besoin. Après, qu'on les appelle entrepreneurs sociaux ou pas, c'est pas vraiment le sujet. C'est comment et limite qu'ils soient créateurs d'entreprises ou d'associations, c'est limite pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment chacun fait sa part utilise son travail pour avoir un impact. Moi, je crois fondamentalement que on a chacun vraiment un truc dans notre vie où on peut avoir un impact massif, c'est notre travail. On va tous passer dans notre vie 80 000 heures à travailler. 80 000 heures à travailler dans notre vie. Et je crois qu'on a chacun le choix, la responsabilité de se dire est-ce que je vais les utiliser pour un truc qui va me passionner ou pas, pour un truc qui va être utile ou pas. Est-ce que je veux créer le monde de demain ou contribuer à créer les problèmes de demain? Et je crois qu'on a le choix chacun, je n'ai pas dit que c'était facile, mais on a le choix de se poser cette question. Et si chacun fait sa part en créant ou pas, quand quelqu'un crée, on a besoin de gens pour rejoindre, sinon ça n'existe pas. Donc il faut valoriser aussi les équipes qui font, si là, moi je suis là à vous parler, c'est que derrière il y en a qui triment et qui travaillent, sinon je ne peux pas être là. Sinon ça n'existe pas ce qu'on fait. Donc le rôle de ceux qui
qui développe les projets, il est au moins aussi essentiel. Et donc chacun a une responsabilité pour faire advenir ce monde. Et du coup, je pense que c'est en faisant des anticipations autoréalisatrices, en se disant oui, ça peut marcher, et chacun peut faire sa part, que je pense que progressivement, on en aura de plus en plus. Peut-être une dernière question avant de passer à celle que la salle peut avoir. Là notamment, je vais faire appel, donc toi, à ton parcours d'entrepreneur et vous, votre contact que vous avez avec des entrepreneurs. Donc on a, je le disais au début, 24 jeunes entrepreneurs qui sont, en tout cas au moins 24, peut-être qu'il y en a d'autres dans la salle, qui viennent d'environnements différents, qui aspirent à développer leurs projets et puis pourquoi pas un jour les aider à changer d'échelle. Est-ce que chacun, vous pourriez leur donner un conseil, une recommandation pour justement qu'ils puissent s'accrocher à cet objectif et puis le poursuivre tout simplement? Peut-être qu'on peut commencer par toi, Mathieu, qui a dû te poser pas mal de fois cette question. Moi, le conseil que j'ai, c'est si vous êtes sûr que vous adressez au bon sujet, celui que vous avez au fond de vous-même et vous savez que vous êtes à la bonne place en l'adressant, que vous pensez, vous avez l'intuition que le projet que vous menez, c'est le bon pour résoudre cette problématique, écoutez tous les feedbacks, mais n'écoutez pas ceux qui vont vous dire que ça ne marche pas. Vraiment, il y en aura plein, mais ce sera souvent ceux qui n'ont jamais rien fait de leur vie, quoi. Ils vous diront, c'est pas possible parce qu'ils s'en sentent pas capables. Mais juste, moi j'en ai rencontré plein, il faut prendre il faut écouter s'il y a un vrai feedback derrière, mais si c'est juste, c'est pas possible, c'est juste, ils vont mettre leurs propres limites, ils vont vous mettre leurs propres limites. Donc je crois que, et c'est là que vous devenez un vrai entrepreneur, c'est en gardant ça ancré en vous et en disant mais je dois leur prouver que c'est possible en fait, pas pour mon ego, mais juste parce qu'il faut leur montrer que c'était possible. Et là, voilà, n'écoutez pas ceux qui vont vous dire que c'est impossible, vraiment, profondément. Merci Mathieu. Isabelle, un message à transmettre? C'était à peu près dans cette idée-là. Je dirais qu'effectivement, dès lors qu'on parle d'une innovation, l'innovation systématiquement, d'abord on vous dit c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Ensuite on vous moque et après on essaiera de vous récupérer. Ça c'est pas grave. Donc il faut foncer dès lors que vous avez votre propre idée. Sachez que les gens qui vous disent non, eh bien, il y a des tas de gens qui font comme vous et qui sont ailleurs. Et il y en a ici, il y en a dans l'Atlas, mais regardez Ashoka, il y a plein de mouvements où vous allez trouver des gens qui agissent et qui n'écoutent pas les Cassandres qui sont là pour vous dire « Non, non, ça ne marchera jamais ton truc ». Grosso modo, si on avait écouté ces gens, on ne serait nulle part. Et c'est pas comme ça qu'est l'espèce humaine. Au contraire, elle est là pour innover, elle est là pour inventer, elle est là pour partager. Et c'est comme ça que l'altruisme a permis de bâtir ce monde. Merci. Antonin? Moi, j'ai pas trop de conseils à donner. Non, vous êtes là déjà, c'est super, quoi. Je sais pas. Si j'avais été à votre place, je pense que j'aurais pas réussi à être à votre place là. Voilà. Donc j'ai pas de conseils. C'était surtout vous féliciter. Puis je suis ravi que vous soyez là. J'espère que cette soirée va vous être utile. Voilà. Bravo. Merci. On va pouvoir passer aux questions de la salle. Donc un micro va circuler, je vais passer mon micro à Charlotte. Juste avant, alors quelques petites règles du jeu pour que chacun, en tout cas le plus grand nombre, puisse s'exprimer. N'hésitez pas à poser des questions courtes, synthétiques, peut-être également de vous adresser directement à l'un des intervenants. Et puis si vous le souhaitez, également vous présenter avant de prendre la parole. Alors est-ce qu'il y a des questions? Premièrement. Bonjour, alors deux questions. La première, c'est est-ce que vous avez... Moi j'entends toujours parler de lobbies qui font exactement, qui diffusent exactement l'inverse de ce qu'on a envie qui devrait être fait. Et la seconde question, donc qu'est-ce que vous faites avec ça? Est-ce que vous avez des contacts? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour sortir de ce marécage? Et la seconde question, est-ce qu'il existe une sorte d'annuaire vivant, puisque vous parliez de l'internalisation des changemakers? Est-ce qu'il existe un annuaire vivant des changemakers, c'est-à-dire qui soit par thème, soit par thème ou par maison, dormir, qui... Ok, d'accord, merci. Peut-être qu'on va pouvoir commencer sur la deuxième question, l'annuaire. Alors, c'est un atlas, mais il a cette vocation-là. Je pense ensuite qu'effectivement, Ashoka a beaucoup de choses. Enfin, si vous commencez par là, vous allez pouvoir
pouvoir véritablement trouver. L'Agence française pour le développement a également beaucoup de choses, l'Institut français, le groupe SOS. Un seul de base, moi à ma connaissance, j'ai que l'Atlas. Voilà. Mais parce que je l'ai créé, justement parce que j'avais pas de réponse. Mathieu. Moi, j'ai trois sources, dont une a déjà été citée pour des innovations internationales, enfin qui sont partout dans le monde, pardon. Ashoka, la Skoll Foundation, donc S-K-O-L-L Foundation, et la Schwab Foundation, donc S-C-H-W-A-B Foundation. Avec les trois, vous avez tout. Enfin, on peut pas. Ouais. J'ai une question, c'est des bases de. C'est ouvert? C'est des sites internet, du coup, pardon. Du coup, tout le monde peut avoir accès en fonction des. Tu vas sur les sites et tu mets, je sais pas, un recyclage des déchets en Afrique de l'Ouest, et puis tac. Donc pour s'inspirer, ce sont les références absolues. Qui m'est arrivé de découvrir et que j'ai trouvé très bien. Et des mouvements comme ça, c'est-à-dire que des événements où vous pouvez rencontrer des personnes, etc., c'est là aussi où vous avez cette possibilité. Et sur la première question, donc sur le contact avec des lobbies, alors je ne suis pas certain d'avoir tout à fait compris la question. Des lobbies positifs, en fait. Les lobbies négatifs, bon, ils prennent pas, on est trop petits pour les enquiquiner, donc quelque part ils viennent pas nous voir. En revanche, c'est à nous de faire du lobbying positif. Ce qui est très intéressant, c'est par exemple, je vais raconter une anecdote, pas une anecdote, ce qu'on a fait au Havre cette année. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est que l'économie positive. Donc, on a beau le répéter, etc., chaque année en disant c'est tout ce qu'on fait pour les générations futures et autres. Et souvent, on reste sur une cible, un public qui est un public lettré, averti, etc. Et là, cette année, on a travaillé à un événement. Il s'avère que dans ma vie passée, j'ai travaillé dans l'univers du luxe et de la mode. J'ai visité en décembre dernier une entreprise d'installation qui s'appelle Le Grenier, au Havre, qui récolte 400 tonnes de vêtements dans les bennes. Et je suis arrivée sur place, j'ai dit c'est génial, c'est un lieu de défilé, etc. J'ai contacté Christian Lacroix, qui est un ami. Ensemble, Christian est venu travailler avec ses femmes. Pour ceux qui me connaissent Oui, pas. pardon, excusez-moi, c'est un designer, c'est un trésor vivant, c'est un des plus grands créateurs design et mode. Et il est allé travailler avec ses femmes qui sont vraiment au banc de la société, des élèves de première mode, dans un lycée professionnel du Havre, esthétique, etc. Et ensemble, on a fait un événement, un défilé, avec ces femmes qui ont défilé, etc. Résultat, en passant par la beauté, en passant par l'art appliqué, la création, la sensibilité, on a touché à l'intérieur de la soirée 600 personnes, et là, qui venaient de tous les quartiers du Havre, et on a eu, je regarde Lésia qui doit être par là, mais je pense qu'on est à plus de 600 000 personnes qui ont vu le défilé sur le net grâce aux médias. Et je pense que le lobbying positif passe par des actions qui ne sont pas que des développements théoriques, mais véritablement d'aller chercher des gens, peut-être par des choses qui peuvent paraître plus faciles, qui peuvent être l'art, la mode, etc., la musique, mais il faut véritablement aller rechercher les gens là où ils sont et chez eux, en les touchant émotionnellement. Je pense que c'est très important. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, je vois qu'il y a un bras qui se lève là-bas. Bonjour, alors moi c'est pas vraiment une question, c'est une phrase qui m'a un peu choqué de la part de Mathieu, excusez-moi je m'en rappelle plus avec nous. Quand vous dites les politiques n'ont pas trouvé la solution. Vous voyez, alors moi qui m'intéresse depuis longtemps à l'écologie, comment associer écologie et économie, on s'aperçoit qu'en réalité il y a énormément de solutions, d'alternatives par rapport à pas mal de choses, qu'on peut créer l'emploi local. Derrière, mettons, on ne pose pas les questions, quand maintenant certaines activités locales, il y a des convergences, des synergies, on peut créer d'autres activités locales, se dire, plutôt qu'il y ait une seule personne qui touche 50 000 € pour produire des fruits et des légumes, pourquoi pas diviser, mettons, pour 1 2 000 habitants, il y a des agriculteurs qui font 3 fruits et légumes d'hiver et d'été, chacun vend à 1000 personnes et on a une fiscalité qui fasse que la personne gagne 2 000 € de telle façon qu'on fasse poids social, que la personne ait plus de temps
pour passer du temps avec ses enfants, s'occuper de lui-même, pourquoi pas aider, donner du temps à la communauté. Et je pourrais aller encore très très loin comme ça. Donc à un moment, si vous voulez, quand vous dites, vous pensez bien aux phrases que vous dites. Et dites, parce que les politiques ne veulent pas de ce système, parce que vous avez une multitude de gens qui ont des propositions, qui ont des systèmes alternatifs, où on pourrait éradiquer le chômage, faire le poids social, comme j'ai dit, mettre des salaires à 2000, 2500 euros, etc. Et pourquoi? Parce que les politiques, leur seule compétence, c'est d'être au service des lobbies, des financiers, des banquiers, pour qu'une minorité s'engraisse, alors que même une partie de la population s'enfonce dans la pauvreté, et qu'ils n'en ont rien à foutre du français, parce qu'on est considérés, excusez-moi du terme, comme une sous-espèce de la merde. Et voilà. Apparemment, c'est peut-être que vous choisissez bien les phrases quand vous les dites, parce que il faut vraiment la réalité française. Mathieu, est-ce que tu souhaites clarifier? Du coup, on est d'accord sur le constat qu'il y a plein de solutions partout. Après, chacun a son opinion sur est-ce qu'ils sont tous pourris ou non. Je ne rentre pas là-dedans. Donc, soit ils n'ont pas été capables de développer ces solutions, soit ils ne le veulent pas. Ça, chacun a son avis. Il y a aussi des politiques qui ont des très bonnes volontés et qui essaient de faire à leur échelle. Il y en a d'autres qui ne le souhaitent pas du tout. C'est un autre sujet. Isabelle. Ce que je trouve très intéressant, c'est les écosystèmes vertueux. Ce que vous venez de décrire, c'est ça. Et effectivement, je pense que peut-être au niveau local, par les politiques, là on peut plus agir que effectivement dans les hautes sphères où on n'est pas forcément écouté. Il y a des très bons politiques, il y a des très mauvais politiques, mais il y a au niveau local et sur les écosystèmes vertueux. Je discutais hier avec Camille Labrouk, qui est une auteure qui vient de faire Fourche et Fourchette, qui est un modèle de livre où elle associe des expériences locavores, ce que vous venez de décrire, avec des recettes. Et elle décrit ça. Et un système de paysans en Normandie qui, en s'étant associés, je crois qu'ils sont une vingtaine, chacun produisant, etc., différents produits qui sont complémentaires avec un système d'économie locale, ça fonctionne très très bien, effectivement. Avant qu'on parle de plein de questions, désolé. C'est aussi, je pense qu'il y a un enjeu, c'est faut désacraliser le politique aussi, parce qu'on a tendance à le mettre dans sa tour d'ivoire, mais en fait, le politique, c'est l'élu, peu importe l'échelon territorial dont on parle, au niveau communal, sur la députation, ou sur... Aujourd'hui, le politique, c'est quelqu'un comme vous et moi, c'est-à-dire que, en fait, on a tendance à beaucoup attendre de lui ou d'elle, et en fait il est autant en capacité de faire que nous, ou il est autant en difficulté que nous. Donc je pense que... et puis il suffit de voir la représentativité et les sondages aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les politiques sont à leur place parce qu'on continue à voter pour eux. Aussi, donc il y a une question de mise en mouvement autour de ces sujets. Et désacralisons le politique, et je pense que quand on arrivera à désacraliser le politique, je pense que les choses changeront vachement plus rapidement qu'aujourd'hui, parce que en fait, c'est pas la solution à tous nos soucis. En revanche, ils ont une responsabilité qui est particulière. Je suis d'accord. Il y avait une question de ce côté-là de la salle, il me semble. Oui. Le micro, oui. أنا راح أحكي بالعربي، بعد هيك بكون في ترجمة. أنا اسمي كايد بعالي صحفي من فلسطين. Bonjour, donc je suis journaliste, je viens de Palestine. شكرا للمنظمين وشكرا لفرنسا وشعبها على هذه الاستضافة الطيبة والراقية. Nous vous remercions de votre accueil, nous sommes très heureux d'être parmi vous. فيما يتعلق بما تحدث به المتحدثون الكرام حول الابتكار الاجتماعي، نتفق أن الابتكار الاجتماعي هو مفهوم وقضية عابرة للشعوب ولكل الأفراد الحق بها ويقومون بها. Nous sommes très intéressés par la question d'innovation sociale que vous avez soulevée. Nous considérons que c'est une question transversale et qui concerne tous les peuples du monde. كما أن الثورة الرقمية التي ركزت عليها بشكل كبير لنا تجربة خاصة لدى الشعوب العربية معها. Et comme vous le savez, les peuples arabes ont récemment eu des expériences en matière de révolution digitale. كونها كانت أداة تدمير أو هدم الأنظمة الدكتاتورية. Qui a pu mener à la chute et au renversement de systèmes dictatoriaux. لكنها في نفس الوقت لم تكن معول بناء للأنظمة الديمقراطية. Qui en même temps n'a pas été un vecteur pour des régimes démocratiques. والسبب هو أن هناك عديد من العوامل الموضوعية والخلل البنيوي في المجتمعات العربية.
Et ce, parce qu'il y a beaucoup de déséquilibres structurels au sein même des sociétés arabes. الأول هو وجود الأنظمة الدكتاتورية المتحالفة للأسف مع بعض القوى العالمية. Malheureusement, certains de ces régimes dictatoriaux ont des alliances avec des pouvoirs ou des équilibres des forces extérieures. عدم قدرة الشعوب والأفراد العرب على مواكبة التطور السريع في العالم الرقمي المتغير لأسباب تتعلق بالإمكانات والقدرات. Et malheureusement, les peuples, les citoyens arabes n'ont pas pu suivre cette révolution digitale due au manque de ressources et de capacités. السياسات الاقتصادية للبنك الدولي التي جعلت 5 أجيال من الشعوب العربية مدانة للقادم. Malheureusement, avec la politique de la Banque mondiale également, nous savons que pour les 5 générations à venir dans le monde arabe, ce sera des générations endettées qui devront payer les intérêts de ces dettes. هذا الحديث ليس لنقول أننا محبطون، بالعكس نحن حالمون ولدينا أمل كبير ولهذا نحن موجودون هنا. Ce n'est pas pour vous exprimer notre désespoir, au contraire, nous sommes pleins d'espoir, nous sommes des rêveurs et c'est pour cela que nous sommes ici parmi vous aujourd'hui. وإذا كان السؤال متفائلون أم محبطون فنحن متفائلون. Et nous sommes au contraire très positifs, très optimistes. لكن السؤال هو الإجابة على التحديات الأساسية الثلاثة السابقة: الأنظمة الدكتاتورية المتحالفة مع بعض القوى العالمية، السياسات البنك الدولي، والفوارق في الإمكانات والقدرات، وماذا تنصحون أن نفعل؟ Et donc, ma question, c'est comment faire face à ces 3 enjeux, ces 3 défis que je vous ai mentionnés, l'endettement vers la Banque mondiale, ces régimes dictatoriaux qui ont des alliés, des puissances internationales, et aussi cet écart au sein de notre société, ce retard, si l'on peut dire, dans le monde arabe pour suivre le cours de la révolution digitale. Merci. Je pense que c'est une vaste question, mais merci déjà de votre question. On peut peut-être essayer aussi d'adresser comme question à travers cette interrogation, c'est qu'est-ce qui aussi favoriserait l'émergence d'innovateurs sociaux? Quelles sont les conditions indispensables pour que ces innovateurs, ces membres de la société civile, puissent pleinement s'exprimer, que ce soit en termes de liberté peut-être économique, de pression qui ne s'exerce pas sur eux? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu constater effectivement dans les pays que vous avez visités dans vos différentes recherches? Dans l'Atlas, on a des exemples justement, par exemple en Tunisie, d'éducation faite par le digital et d'importance du digital. Donc on a effectivement vu. C'est une question colossale, mais c'est une question, vous avez entièrement raison de nous poser à nous, tous ici. Et je vais revenir à l'idée que j'ai présentée tout à l'heure. Créons une internationale des entrepreneurs sociaux. C'est-à-dire que plus on sera mobilisé, plus on sera fédéré, plus on sera fort, plus on représentera une force qui pourra faire contrepoids face à la Banque mondiale, le FMI particulièrement. Après, sur les dictatures, c'est une question d'éducation, c'est une question de travail, mais là encore de force. Aujourd'hui, on le voit bien particulièrement en France et en Europe avec la crise des migrants, c'est dramatique parce qu'on est, même s'il y a énormément d'initiatives qui sont lancées, etc., on n'est pas suffisamment fort, on n'est pas suffisamment fédéré pour faire bouger les choses. Et encore une fois, vis-à-vis des médias, vis-à-vis des pouvoirs politiques, on n'arrive pas à faire basculer et faire émerger et faire gagner un humanisme qui est inscrit dans la Constitution, dans les institutions internationales, en particulier dans la Constitution internationale. Et je pense qu'on ne peut être que fédéré. C'est véritablement cette internationale, entre guillemets, c'est pas forcément pour faire un lien avec l'international socialiste, mais ça s'appelle comme ça pour l'instant, mais je trouve qu'il faut véritablement que les uns et les autres, on crée une internationale des hommes et des femmes de bonne volonté dans le monde entier. Merci. On va peut-être prendre une autre question. Alors, il y en avait un bras qui s'était levé là, oui, effectivement. Encore donc l'un des lauréats du programme Saphir Lab. Merci, je me présente, je m'appelle Haroun Ones, je suis entrepreneur vert et social et je viens de la Tunisie. J'aimerais tout d'abord vous remercier tous les guest speakers, spécialement M. Mathieu. J'ai suivi le programme Ticket for Change et j'ai suivi aussi le MOOC sur Coursera, c'était très intéressant.
Et je me vois dans un programme tel que Ticket for Change, mais me voilà avec Saphir Lab, avec ces lauréats. Finalement, nous avons tous des projets sociaux. Il y a des entrepreneurs sociaux, il y a des activistes dans la société civile, il y a plusieurs idées innovantes, mais je pense que ce qu'on a besoin, c'est la durabilité de nos projets. C'est-à-dire, nos idées, je pense que nos idées sont innovantes, donc, mais nous voulons qu'elles durent. Donc, quelles sont peut-être vos idées, vos conseils, vos recommandations pour que chaque jour nous sommes en train de changer et à chaque jour nos idées sont innovantes et ils continuent à être innovantes pour toujours. Et merci beaucoup. Merci. Donc on est sur un peu le point qu'on avait également évoqué tout à l'heure, donc passer de l'idée à l'action et comment est-ce que l'action peut devenir un mouvement et s'ancrer dans la durée. Oui, et en l'occurrence, là, si j'ai bien compris, comment est-ce que les modèles sont pérennes via leur financement. Et je pense que c'est tout l'enjeu parce que effectivement il y a une créativité extraordinaire, il y a plein de gens qui ont envie et souvent ils arrivent à lancer peut-être des projets 3, 6 mois, 1 an, mais comment on pérennise ça avec des revenus. Donc c'est, je ne sais pas quels sont, alors c'est autant de cas particuliers que de projets, mais déjà identifier ce sujet-là comme le ou un des vraiment sujets clés, dès le début je pense que c'est essentiel. Donc je crois que les fondateurs ont un rôle particulier là-dessus et qu'ils doivent penser tout le temps à comment maximiser l'impact, mais financer tout ce que vous produisez. Donc soit par des financements de mécénat, de sponsoring, de subventions peut-être, mais aussi de revenus. Comment est-ce que vous allez générer des revenus pour que ce soit pérenne, autosuffisant demain. Donc je pense que là, elle est là la clé. Qu'est-ce que vous pouvez développer comme expertise en vous adressant à ces problèmes de société, tout en développant des produits et des services qui vont pouvoir vous permettre d'avoir assez pour continuer cette activité dans la durée. Pour moi, c'est la clé. Et donc, là, peut-être il faut s'entourer de gens dans votre équipe qui ont cette fibre peut-être de la vente, ou peut-être que vous êtes le garant de la mission sociale, du problème de société, et qu'il faut des gens dans l'équipe plus sur le côté vente, commercial, pour pérenniser, ce qui est absolument nécessaire. Sinon, le projet durera qu'un an. Merci. On va avoir le temps de prendre une dernière question parce que le temps court, alors à moins qu'il y ait une réaction que vous souhaitiez rajouter. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, j'avais vu qu'il y avait, désolé, c'est vrai, qui s'était levé au début. Je voudrais poser une question. Comment évaluer l'impact social d'un projet? Vaste question. Qui est-ce qui veut se lancer dans la question de l'évaluation de l'impact qui nous permettra de conclure? Alors, en fait, ça se mesure. C'est des outils qui sont en train d'être développés. Par exemple, nous, au sein de Positive Planet, on a développé les indices de positivité, que ce soit des entreprises, que ce soit des territoires et que ce soit des nations. Et ça se mesure en termes d'emploi, en termes d'éducation, en termes d'impact sur un territoire. Donc, il y a des outils qui sont en cours d'élaboration, en tout cas nous, dans notre structure, c'est ce qu'on utilise. Je pense que peut-être au sein du groupe SOS, il doit y avoir aussi cela. Je pense que certainement pour toi aussi, Mathieu. Donc chacun, en fait, on a développé des outils qui quelque part doivent être assez proches et qui existent et qui méritent, là encore, d'être de plus en plus en open source, qui peuvent permettre aux uns et aux autres d'être utilisés et être développés. Mais peut-être Mathieu, moi, c'est complètement mon sujet du moment, avec d'autres, mais on a 3 ans maintenant d'existence et on veut faire un bilan de tout ce qu'on a bien réussi et ce qu'on a moins bien réussi. Et c'est super difficile parce que, comme vous voyez, je ne savais pas que notre jeune entrepreneur tunisien avait suivi notre MOOC. Et donc je ne sais pas ce que ça lui a apporté, etc. Il faudrait que je creuse avec lui pour comprendre, etc. Donc nous, notre approche, c'est on essaie de comprendre l'impact que l'on a sur nos bénéficiaires, ceux qui bénéficient de nos programmes, et ensuite l'impact qu'ils créent eux-mêmes sur la société. Ce qui est super difficile, c'est qu'on ne peut pas additionner des carottes et des choux-fleurs. Il y en a, ils vont, je ne sais pas quel est ton projet, mais il y en a, ils vont s'adresser au sujet des sans-abri en France, et puis d'autres à l'isolement des personnes âgées, et puis d'autres au réchauffement climatique.
additionner les impacts indirects de ça, c'est super difficile, donc pour ça il y a des méthodologies. Mais donc, et puis pour la première approche, nous, d'impact sur nos bénéficiaires, on fait un mix d'indicateurs de performance, donc qui sont des nombres, combien de personnes ont suivi le MOOC, combien de personnes ont suivi nos programmes, etc. etc. Et des indicateurs aussi de transformation nette, c'est-à-dire dans quelle mesure ça les a aidés à lancer leur projet, à consolider leur modèle économique, donc ça c'est plus de l'évaluation de 1 à 10, dans quelle mesure diriez-vous qu'on vous a aidé. Donc là on évalue la différence entre si on n'avait pas été là et le fait qu'on soit là. C'est ça qui est important, la différence nette. Et enfin on prend plein de verbatims, le fait de juste des verbatims de positif ou négatif, sans évaluer quoi que ce soit. Les gens viennent nous voir en nous disant quelque chose. Ça c'est important, il faut les capter et puis voir ce qu'ils disent en quelque sorte. Donc c'est un mix entre du très rationnel, du très quantitatif, du mix entre du quantitatif et du qualitatif et du très qualitatif. Et encore une fois, on ne sait pas. Personne n'a jamais fait ce qu'on fait. Donc on invente et puis on améliorera au fur et à mesure. Antonin? Sur les indicateurs, c'est hyper intéressant comme question parce que finalement c'est le seul moyen objectif de mesurer l'impact. Dans l'économie dite traditionnelle ou dans l'économie numérique, il y a des indicateurs qui se dégagent et qui sont partagés par tout un ensemble d'acteurs qui sont des standards aujourd'hui. Je trouve ça assez... c'est peut-être parce que c'est une économie plus jeune, mais je trouve ça assez étonnant qu'on n'ait pas de standard sur ces questions et le fait que chacun a sa propre grille de lecture pose déjà question. Alors c'est peut-être une étape et du coup dans quelques années les choses vont converger, mais du coup voilà, moi c'est la réaction que j'ai, c'est voilà, vous travaillez sur des standards, on travaille sur des standards, tout le monde travaille sur des standards qui peuvent être finalement pas des standards puisque chacun mesure des choses différentes. Et je pense que c'est aussi un sujet de recherche hyper intéressant, j'imagine qu'il y a plein de gens qui travaillent là-dessus, mais quels sont véritablement des indicateurs et nouveaux standards de l'économie positive, c'est un sujet infini, mais un sujet passionnant. En 5 secondes pour rebondir, juste le sujet, c'est je pense l'économie est plus jeune, et on n'est pas une économie juste quantifiable, on est beaucoup avec de l'humain et de l'intangible, et ça c'est super dur à mesurer. Du coup il y a des approches qui vont constituer, le plus simple c'est de monétiser tout ça, et c'est de dire bon bah ça comme impact, le fait que les entrepreneurs ils viennent en France, ils suivent une formation, ça va leur apporter X euros en valeur, mais ça coûte une fortune de temps de consultants ou de personnes à compter ça. Du coup il n'y a que les organisations les plus qui ont les moyens de se le permettre, qui vont faire une approche SROI, Social Return on Investment, de tout calculer par harmonisé par l'argent. Mais du coup, c'est un vrai sujet. Antonin, Isabelle, Mathieu, merci beaucoup pour votre participation. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci à vous tous. Merci aux lauréats de Saphir Lab d'être présents ce soir. Je pense qu'on a fait un beau voyage pour rencontrer des innovations et puis une des innovations dont on a beaucoup parlé ce soir sera à l'honneur la semaine prochaine puisqu'on aura la chance d'avoir le professeur Younous le 8 novembre à la Bellevilloise. Les inscriptions sont ouvertes sur notre site, donc on vous y retrouvera avec plaisir la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous et bonne soirée.